Qu'est-ce que ça veut dire executive manager? Bah, c'est une fonction très large. Alors, tu sais, j'ai essayé de rappeler ce que ça voulait dire. En fin de compte, ça couvre un peu tout. Et je vais donner, moi, ma définition d'executive manager et comment je le perçois. Je considère que c'est une fonction d'accompagnement, d'aide à l'optimisation des fonctions de chacun. Je suis un peu facilitateur de l'échange. J'ai un peu de recul et mon âge me permet. Et tout en restant passionné, je suis peut-être plus euh, généreux que je l'étais. J'étais généreux dans mon action, dans mon implication, mais peut-être plus exigeant sans nuance. Parce que maintenant, je me rends compte des efforts de chacun, je suis plutôt soucieux des participer à la réussite de l'ensemble des personnes. Okay. Et puis, voilà, c'est une fonction très large parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, on travaille aussi bien la stratégie, le pourquoi de nos actions, avec une capacité de recul, parce que moi j'ai une fonction moins opérationnelle directe. Donc de temps en temps, on me sollicite pour vraiment gérer de l'opérationnel, pour faire un focus sur un point, mais c'est pas ma fonction de tous les jours. La fonction de tous les jours est donc plus générale, mais elle couvre aussi bien la stratégie qu'une problématique technique, une problématique commerciale, ou que même une problématique alors une problématique juridique, une problématique financière. Je m'intéresse à tout et on me sollicite pour ça. Mais c'est pas moi l'acteur direct. Donc ça, c'est pour un opérationnel comme moi, au début j'avais du mal. Maintenant, je suis de plus en plus à l'aise sur tout ça, puis c'est très intéressant. Okay. L'acteur direct, comme vous dites, c'est donc plutôt Eric qui... C'est Eric et toute son équipe qui l'anime, parce qu'il y a des BUM, il y a des responsables par domaine de compétences. Puis c'est ce que je pense sincèrement qu'Eric met en œuvre. Il met en œuvre la coordination des talents. Okay. Et donc moi, je dois voir ça, mais faciliter, puis peut-être être un peu plus généreux de temps en temps pour dire, mais parce qu'à partir du moment où tu vois que les efforts sont faits, les résultats sont pas toujours là, mais c'est normal, il y a la notion du temps, et puis on veut tellement tout faire vite et tout bien que, voilà, montrer que tout le monde est bien compétent et progresse, voilà, c'est ça mon souci. Il y a des sujets sur lesquels vous êtes responsable, on va dire, de la délivrance du projet en question, ou alors est-ce que vous intervenez plus en conseil sur les sujets des autres, ou comment ça fonctionne? C'est un conseil. Moi, j'aime bien l'opérationnel. Je considère que ce qui est très important, c'est la matérialisation des concepts. Parce que il y a beaucoup de conseillers qui donnent plein de conseils, mais qui finalement, dès que ça devient un peu difficile, ils s'en vont courant. Moi, je ne suis pas mon style du tout. Et j'aime beaucoup l'opérationnel. C'est-à-dire que pour moi, la vraie réflexion, la véritable intelligence exprimée, c'est l'opérationnel, c'est le rendu. Et il y a une notion d'engagement. C'est comme toi dans ton job. Quand tu prends en charge, on voit les résultats. Nous, c'est pareil. Okay. Donc, je ne dégonfle pas sur la responsabilité. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de grands patrons, grands leaders qui diraient, ou même de jeunes à l'inverse qui diraient, moi je veux vite sortir de l'opérationnel. Devenir manager pour sortir de l'opérationnel. Ça, c'est un truc qu'on peut entendre souvent. Et vous dites à l'inverse. J'ai jamais fait ça. Non, il faut rester dans... J'ai dirigé des grosses boîtes, où il y avait plusieurs milliers de personnes. J'ai jamais fait ça. Je considère que l'opérationnel, c'est pour moi le... Alors, j'avais un père médecin, pédiatre, et lui, l'opérationnel, et pourtant c'était un homme de très haut niveau, c'était son résultat, c'était la capacité effective de sauver des enfants, de les faire vivre, de les rendre adultes heureux, c'était ça, et de les rendre enfants heureux aussi, et d'apaiser les parents. Et c'était la matérialisation des idées et du savoir. Et mon père, c'était ça, c'était pas de paroles, des actes. On ne peut pas savoir avant d'avoir appris, il n'y a que les imbéciles qui savent tout. Moi, j'ai été élevé comme ça, donc si je ne fais pas vraiment les choses, ça ne va pas. Okay. Mais ça ne veut pas dire que je considère que mon rôle est de faire à la place des autres. Pas du tout. Les autres, c'est leur responsabilité, mais je dois faciliter, et je dois en tout cas partir du principe que voilà, moi j'ai réussi quand ceux qui sont autour de moi réussissent pleinement. Ça me satisfait beaucoup. Okay. Très bien. Parfait pour ça. Et vous m'avez beaucoup parlé de votre expérience passée dans des grands groupes de presse, et même encore tout à l'heure à l'étranger, etc. Oui. Quelles leçons vous avez tirées de tout ça? Qu'est-ce que vous appliquez des apprentissages de toutes ces années dans ce que vous faites aujourd'hui? D'abord, la complexité. La presse, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent,
c'est un vrai métier. Enfin, quand je dis la presse, c'est multimédia, parce qu'en fin de compte, j'ai un peu touché à tout, et dans mon groupe, on touchait un peu à tout. Donc j'ai fait la presse écrite, bien sûr, la fabrication, et le social lié à tout ça, le contenu, le marketing contenu, la radio et la télévision. Moi, j'ai touché un peu tous ces domaines-là. Et ce qui est très intéressant dans tout ce que j'ai vécu là, c'était la diversité de tout et la nécessité d'être professionnel. Vous ne pouvez pas imprimer, tout est à flux tendu, une demi-heure de retard, 5% perte de vente. On est très lié au respect de la distribution, au respect de la fabrication et au respect du contenu. Sinon, au lecteur, j'ai dirigé les Canards qui par moment vendaient à plus de 400 000 exemplaires, entre autres le dimanche. Donc quand on connaît les diffusions d'aujourd'hui, ce sont des diffusions énormes qui nécessitent une distribution complexe. Donc vous n'avez pas le droit d'être en retard. Alors je dis ça par rapport à notre métier. On a ce devoir d'exigence. On doit faire un service qualifié. On doit travailler de façon très professionnelle. Et on doit percevoir, mettre en place des outils nous permettant d'avoir une réactivité, une compréhension. On n'a pas la science infuse. C'est pas une science exacte. Okay. Donc ça m'a beaucoup appris sur plein de choses, sur la relativité, sur plein de choses. Ok. Et ouais, vous aviez écrit aussi percevoir que rien n'est acquis. Effectivement, j'aime beaucoup ça. Ok. Très bien. Oui, ça c'est mon père qui disait ça aussi. Ni la faiblesse ni la force. C'est-à-dire que rien n'est acquis, ni la faiblesse ni la force. Mais si on part de ce principe, d'abord on peut vivre plus facilement les évolutions et l'adaptabilité. Ouais. C'est-à-dire que quand on est un homme de presse, souvent, enfin à un niveau, quand j'étais patron, directeur général et président, souvent, enfin c'était les fonctions que j'ai eues à la fin de mes mandats, et donc on était puissant. Mais c'était une puissance très relative, parce qu'en fin de compte, dès que vous perdez votre fonction, vous ne l'êtes plus. Enfin, il faut être soucieux, il faut être conscient de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités, qui ne se rendent même pas compte du monde qui évolue autour d'eux, et puis quand ils perdent leur fonction, ils ont tout perdu. Ben, du coup, ils ne savent pas s'adapter. Et nous, on est dans un métier où il est fondamental de s'adapter tous les matins. Tout change tout le temps. Donc, il n'y a pas d'acquis. Et toujours un peu là-dessus, si je peux me permettre, il y a peut-être des gens qui se disent c'est assez original de voir quelqu'un de votre expérience dans le monde à la tête d'une agence digitale, souvent des gens d'une trentaine d'années qui se lancent, etc., qui sont baignés là-dedans. C'est quoi l'avantage concurrentiel que ça vous confère toutes ces années d'expérience dans le milieu de la presse par rapport à l'écosystème un peu plus classique des agences digitales? D'abord, j'ai la chance d'être entouré de gens de qualité, dont mon fils, mais qui me réveille tous les matins pour me rappeler ma relative compétence. Déjà, ça c'est très intéressant parce que puis moi j'aime bien ça, j'aime bien l'agilité, puis j'aime bien être entouré de gens performants. Donc moi ça m'oblige à me réveiller, hein. Je n'ai pas le droit au sommeil trop prolongé. Bon. Donc quel est mon avantage? Quel est l'intérêt? J'ai d'abord une expérience. Je pense sincèrement que de ce côté-là, j'ai plus grand-chose à démontrer. Je ne suis pas ultra fier de tout ce que j'ai fait. J'ai fait quand même pas mal de trucs. Bon, pas en comparatif à pas mal de gens, c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Bon, mais j'aurais pu faire mieux, je suis lucide. Mais ce qui est très important, c'est de me dire que du coup, je ne suis pas en rattrapage. Et je trouve très intéressante toute cette dynamique. Je m'entends très bien avec. J'aime beaucoup les gens qui nous entourent. En dehors de mon fils, je suis entouré des tas de gens que je respecte beaucoup et je pense qu'ils me le rendent bien. On se respecte, on s'estime, mais on est exigeant, on est mutuellement exigeant. Parce que pour réussir, il faut qu'on soit exigeant. La reconnaissance, c'est l'exigence. Si vous prenez quelqu'un pour une cloche, vous n'êtes pas exigeant. Moi, je considère qu'il n'y a pas de cloche chez nous. Bon. Et voilà, et ça c'est... Oui, voilà, alors ce que je peux apporter, c'est ma dimension peut-être personnelle, mon passé, parce que ça aide un peu quand même. Mais en fin de compte, je ne vis pas sur mon passé, parce que mon passé, tout le monde s'en fout. La presse n'est plus du tout ce qu'elle était avant, donc c'est fini, je suis dans un autre monde. Donc je ne suis pas nostalgique. J'ai vécu un passé qui m'a amené des tas... Aussi la notion de l'effort, parce que ce n'était pas un métier facile, mais c'était un métier économique. La liberté était dépendante de notre capacité économique. Maintenant, on est assisté. Alors, c'est pas la même chose. Hein. Bon. Et moi, ça m'aide de savoir qu'il ne faut pas qu'on soit assisté. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit bon et performant. Ok. Et pour rebondir sur l'un des premiers points que vous avez cité sur le fait que vous avez, entre guillemets,
déjà réussi et donc moins approuvé que peut-être un jeune qui se lance, etc. Que vous considérez du coup que ça rend votre métier, votre boîte un peu moins émotionnel, de se dire bah, je fais plus. Je pense pas complètement comme ça. Moi, je suis assez lucide. Hein. Vercingétorix, il avait 20 ans à Alésia. César, 20 ans quand il était connu comme l'être le plus puissant du monde. Napoléon aussi sur Pont d'Arcole, il avait à peu près le même âge. Bon, donc, je ne suis pas à minimiser le fait qu'on soit jeune. C'est pas une tare que d'être jeune. Ouais. Et surtout d'être jeune performant. Je trouve ça bravo, c'est formidable. Mais je pense tout de même que ce n'est pas seulement ça qui permet la performance ou qui permet. C'est tout. Je ne me compare pas, je m'en fous. Okay. J'estime beaucoup des jeunes qui sont bien et des vieux qui sont moins bien aussi. Il n'y a pas que des cons comme chez les vieux, comme il n'y a pas que des jeunes cons. Personne n'est con si quelqu'un est intelligent et performant et impliqué, il est intéressant. Ok, très clair. Dernier sujet, sur le sujet de la. Je suis curieux de vous entendre parler sur la qualité du contenu qu'on peut retrouver dans les médias. Et dans les médias, vous avez mis d'ailleurs dans votre élément de réponse, aujourd'hui quand on dit médias, en fait c'est tellement de sujets, c'est très vaste. Ouais, c'est très vaste. Les médias, c'est un monde multimédia, parce que bon, et puis tout évolue là aussi. On ne doit pas se comparer, enfin je pense qu'il est fondamental justement, de ne pas se comparer à ce qui se faisait même il y a encore 30 ans, ou même un peu moins de 30 ans, parce que c'était encore un peu l'âge d'or, bon, pour la presse, et qui était déjà multimédia, parce qu'on était radio, en France on était un peu en réduction de tout ça, parce qu'on ne voulait pas que la presse soit trop indépendante, elle représentait un quatrième pouvoir qu'il fallait interdire de vivre avec trop de moyens. Bon, pas aux États-Unis et dans pas mal de tout autres pays, on était moins limité. Néanmoins, bon, on a pu vivre plein de trucs très intéressants. Moi, j'ai écouté plein de trucs, des radios, des télés, des machins. Bon. Donc et puis la presse était très intéressante, c'était très puissant, la presse, très puissant. Mais il ne fallait pas la vivre comme un élément de puissance, où c'était pas ça. Moi, j'ai jamais vécu ça comme ça. Jamais j'ai confondu. Moi, j'étais au service des lecteurs et au fond, j'ai dirigé des journaux de droite, j'ai dirigé des journaux de gauche. Et j'avais la même passion quand je dirigeais des journaux de droite que des journaux. J'ai dirigé des journaux à l'étranger avec la même passion que je ne comprenais pas. Je rentrais dans l'analyse des comportements, l'histoire des pays, j'essayais de comprendre. Et ça se passait très bien. J'ai augmenté les ventes. Et j'ai augmenté les ventes, je réussissais ça et j'étais content. Non, c'était passionnant. Bon, donc, je considère. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je réponds bien quand même à la question. Je pense qu'actuellement, on est en train de vivre des révolutions que beaucoup de modérateurs bien pensants veulent réduire. Mais ils ne pourront pas. C'est foutu pour eux, là, de vouloir. C'est fini. La propagande, on n'y arrivera plus, c'est fini. On a une multitude de trucs, même on peut mettre des VPN partout. On n'arrivera plus à bloquer l'information. C'est fini. Donc, tant mieux. Moi, ça ne me déplaît pas que ça soit fini. Par contre, ça sera le qualitatif qui dominera. C'est ça sur quoi il faut se battre. Il ne faut pas se battre sur l'interdiction. C'est terrible, l'interdiction. Je préfère le débat, je préfère la capacité d'argumenter que d'interdire. On n'y arrivera plus. Et puis, de toute façon, ce n'est pas bon. L'éducation arrive par le débat. Et c'est le débat le mieux construit c'est ça qui nous permettra la liberté. C'est ça qui nous permettra ce que l'on défend maintenant comme principe de démocratie. Et la démocratie, il n'y a pas qu'un seul modèle. Surtout maintenant, vous voyez ce monde. Le monde est en train complètement de changer. Même au niveau des équilibres financiers, représentatifs et tout. Il ne faut pas qu'on vive comme ça. C'est mon point de vue. Donc, je ne pense pas qu'on soit moins bon. Surtout que c'est moins bon si on raisonne journaux mainstream ou si on raisonne la voix du peuple. Mais non, c'est fou. De toute façon, ça marche plus ce truc-là. On va voir les diffusions. Et ça marche plus, ça marche plus. Mais ce qui est très important, c'est que par contre, on soit écouté. Et le régime même, ce qu'il faut, c'est défendre ça, cette capacité d'écoute, cette capacité d'expression. Et les pouvoirs qui actuellement détiennent effectivement l'autorité devraient se battre là-dessus. Parce qu'ils n'auront peut-être pas éternellement l'autorité. Et s'ils ont, comme ils n'auront pas éternellement l'autorité, la capacité d'avoir encore une capacité d'expression, tant mieux. Pour eux et pour la démocratie et pour la liberté. Ok, très bien.